auditeurs, bonsoir. Dans l'actuel débat de ce jeudi 26 décembre 2024, nous allons nous intéresser à l'état de la presse en 2024. Nous reviendrons sur le discours du chef de l'État qui continue d'alimenter la polémique. Et puis, coopération sous-régionale, nous en parlerons. Les pays de l'AES fustigent le moratoire de 6 mois de la CEDEAO et décident de mettre leurs forces de défense et de sécurité en état d'alerte maximale. Nous en parlerons avec Distella Moussou et Arimi Choubadé. Chers invités, bonsoir. Bonsoir Brice Bill Aïkédi, bonsoir aux amis auditeurs. Je saisis l'occasion pour leur présenter mes vœux les meilleurs. On va le faire à la fin de l'émission. Je vous réserverai un petit espace pour le faire. C'est promis. Ça marche. Bonsoir Arimi. Oui, bonsoir Bill. Bonsoir Distel. Oui, mais vous n'allez pas nous empêcher, m'empêcher d'envoyer mes bruyantes salutations au maire de la ville de Cotonou. À l'élite de la ville. C'est une salutation spéciale. Merci Distella Moussou. Merci chers amis auditeurs de vous installer. L'exercice du chef de l'État béninois Patrice Talon le 20 décembre dernier à l'hémicycle à Porto Novo continue d'alimenter la polémique. Les réactions continuent d'affluer. Est-ce qu'on peut comprendre, Distella Moussou, pourquoi si tendre mot après l'adresse à la nation du chef de l'État? Vous savez que généralement, il y a des plaies qui suppurent par le bas, mais qui vous présentent une face, comment dit-on, une face de cicatrisation apparente. Et donc, pour les soigner ou la soigner, il faut la décaper. Il faut la décaper, c'est ce que le président Patrice Talon a fait. Il a décapé notre plaie. Il nous a projeté devant le miroir et nous demandé de regarder un peu notre passé. Vous avez constaté que depuis là, je dis nous. Je dis nous parce que le président Patrice Talon n'est pas hors, n'est-ce pas, de nos habitudes qui freinaient le développement. Il n'est pas hors, il ne s'est pas mis en position de retrait par rapport à son implication et à l'implication de chacun de nous. Il a parlé des nostalgiques, de passé honteux. Dans nos tas et nos travers. Et avant ça, avant son discours, n'est-ce pas, sur l'état de la nation, il avait déjà, à travers sa tournée de reddition de comptes, projeté des images. Il a dit dans ce pays, il a donné même les catégorisations. Il a dit, donc tous, autant que nous sommes béninois, nous sommes comptables. Jeunes ou vieux, nous sommes comptables de ce passé honteux là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de mal lorsque, à un moment donné, on regarde l'avenir, on scrute l'avenir de la jeunesse, de nos progétures, et qu'on envisage laisser un Bénin bien meilleur à cette jeunesse-là, et qu'on décide soi-même, n'est-ce pas, d'entrer dans une posture autre que celle qui nous avantageait, celle qui proposait ou offrait des richesses indues, dont on n'est même pas agréable à jouir, à bénéficier. Mais lorsque on décide de prendre cette décision, oui, en décapant la plaie de cette façon, ça fait mal. Ça va nous faire mal. Mais au tribunal intime de la conscience de chacun, nous observerons que c'est vrai ce qu'il a dit. Maintenant, est-ce que c'est le lieu de le dire? Je dirais encore oui, parce qu'il a dit devant la représentation nationale. Est-ce que c'est de cette manière qu'il faut le dire? Je dirais encore oui, parce qu'il faut vraiment un ton ferme. Les fonds diront, nous y et nous dirons, c'est-à-dire qu'on se ceint la ceinture pour aller combattre le mal comportement, le mal qui est en nous, parce qu'en réalité, on ne soigne pas le comportement, il est en nous. Arimi, quoi? Je sais le pas. discours qui suscite, qui alimente l'opinion depuis le 20 décembre dernier, et n'en finit pas. Bon, moi, je ne me retrouve pas dans ce que le chef de l'État a dit. En tout cas, s'il parlait de moi... Vous ne vous retrouvez pas? S'il parlait de moi, c'est que tout est faux.
Bon, s'il parlait de lui-même, j'en sais rien. Moi, je me reconnais. Vous n'êtes pas comptable de ce passé honteux. Vous aurez la parole. Vous me permettez de vous faire suivre les propos du chef de l'État. Je vous redonnerai la parole, Arimé. Le Bénin, notre pays, a trouvé son chemin. Et cela est irréversible. Peu importe l'opinion et le souhait des nostalgiques en quête d'un retour à notre passé honteux. Fini l'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés. Aucune supplication, aucun râlement, aucune menace ne nous fera reculer. Honorables députés, aucun compromis politique préjudiciable à notre développement ne sera concédé pour faire plaisir à qui que ce soit ou satisfaire un quelconque consensus politique. Le Bénin est au-dessus de tout. La démocratie et la compétition politique devront désormais être exclusivement et absolument au service du développement. Vive le progrès, vive le Bénin. Voilà, le président Patrice Talon à l'instant, c'était le 20 décembre dernier devant le Parlement. Rémi, vous avez la parole. Le ton, il est ferme. Au nom du développement... Non, tout le monde sait de qui le chef d'État parle. De qui il parle? Il parle d'Olivier Bokor et de ses amis. C'est pour eux que c'est fini. Les usurpateurs, les députés nommés, les maires nommés, c'est pour eux que c'est fini. Les autres savaient déjà depuis 2016 à quoi s'en tenir. Il n'a jamais fait de cadeau à ses opposants pour qu'ils disent que maintenant c'est fini. Ceux qui profitaient du système de l'intérieur et qui veulent le poignarder dans le dos, on les connaît. À eux, ils parlent. Et tout le monde il ne parle pas, selon vous, de ses opposants politiques. Il a dit c'est fini. Ça veut dire que quelque chose était en cours depuis. Hein, ça dit, et puis ses opposants, je vous le dis, à qui il a fait de... Vous voulez qu'on parle de Yaïboni, qui a été bloqué chez lui pendant 50 et quelques jours, qui a été gazé au marché de Dantokwa, qui a eu la vie sauve. C'est à ce passé-là, il fait allusion, ou à quel passé? Non, ça, on connaissait ça. Ça dit, pour ça, là, les opposants n'avaient rien à espérer du régime. Il y en a qui sont en prison, d'autres sont en exil, d'autres sont dans le maquis, d'autres sont dans le pays, mais terrés comme des rats, qui ne peuvent pas s'exprimer. Eux, ils savent que tous les privilèges, enfin, je ne veux dire même pas privilèges, que les droits étaient finis même depuis 2016. Pour eux, c'était fini. Maintenant, ceux pour qui c'est fini maintenant, c'est ceux qui étaient avec lui et qui ont voulu déstabiliser son régime. Que les incompétents dont il parle, c'est-à-dire c'est ceux qui ne méritent pas et à qui on a accordé des postures, comme voilà, on a dit, il y a des députés, on n'a même pas voté dans leur circonscription électorale, ils sont devenus députés quand même. Vous savez comment on a fait pour les maires, on va encore désigner bientôt les chefs quartiers et tout ça. Ce sont eux qui ne méritent pas les places qu'ils occupent. Les incompétents dont on parle, vendeurs d'illusions, moi je ne vois que ceux-là. C'est la première fois qu'ils sortent publiquement après la tentative de coup d'État. Vous ne voyez pas un passé plus en avant? Enfin, je vous ai déjà dit que moi je ne me retrouve même pas dans tout ça. Je vous ai, même lui, le chef de l'État, moi je ne lui en veux pas. J'ai toujours dit ici que la classe politique, le personnel politique a besoin de formation. Il n'a pas eu cette formation-là. Il est devenu acteur politique sur le tas, par défaut, si vous voulez. Donc moi je ne peux pas lui en vouloir. Je veux cette nouvelle classe politique qui va être vraiment formée, issue des écoles au sein des partis, avec... c'est ce qu'il a dit maintenant avec la réforme du système partisan. Le président de la République sera issu d'un parti politique. Non. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de l'arnaque. On ne peut pas consacrer autant de... Je vous ai déjà dit ici, on ne peut pas donner autant de pouvoir à des gens qui n'ont pas la compétence, qui n'ont pas la formation. On va revenir, les forme et après on leur donne... On va revenir au contexte dans lequel le discours a intervenu rapidement. Le contexte, c'est Hollande. Je vais donner la parole aussi à Listel. Non, vous savez que c'est un contexte dans lequel l'opposition réclame le toilettage de la liste électorale. On parle de révision du code électoral. Permettez-moi de poser la question à Rémi. Permettez, est-ce que c'est bienvenu ce ton, ce discours, ce message? Il ne s'adresse pas aux opposants. La preuve, c'est que pour l'audit, il a même dit qu'il est d'accord. Quand bien même les partis de son camp ne se reconnaissent pas dans la procédure. Il a dit qu'il est d'accord.
Donc ceux pour qui les privilèges sont terminés, il va continuer avec la main placable avec les opposants. Ils iront en prison. Pour ceux qui vont peut-être se manifester pour être président de la République ou venir s'asseoir à sa place, ils iront en exil. Pour les autres, ils iront... Enfin, il y a même eu des tirs à balles réels sur des citoyens. Et nous sommes assénés de taxes tous les jours. Donc, rien n'est fini chez le Benoît Nanda. Ceux pour qui c'est fini, c'est Olivier Bokor, ses amis qui sont avec lui et qui ont tenté... C'est ce que vous comprenez. Et qui ont tenté de le déstabiliser, c'est pour eux que c'est fini. D'accord. Distel Amoussou, est-ce qu'on peut comprendre au travers de ce message, de cette fermeté de temps que le dialogue il est rompu dans ce contexte actuel? Absolument, absolument. Écoutez, il ne vous échappe pas et que dans ce pays, nous avions des sobriquets. Sous la période révolutionnaire, on parlait de Aklaso, l'envoudou tolè, à Tinui, Todokuntolè. Vous savez ce que ça veut dire, les gargantua, les sanctions de l'économie du pays. C'est dans ce pays qu'on a dit que nous nous appelons Biglotier, mais voyez-vous, et c'est des faits qui ont poussé des gens à nous appeler le quartier, le pays malade de l'Afrique, parce que nous pouvions avoir en 5 ans une série de 3 coups d'État. Et la musique militaire pouvait résonner sur les chaînes de radio à tue-tête, à chaque instant. La révolution, n'est-ce pas, du général Feu Mathieu Kérékou est venue, depuis 1972, régler un certain nombre de problèmes, notamment sécuritaires, comportementaux, où on a tenté d'inculquer le patriotisme aux enfants. Nous apprenions le civisme et le patriotisme à l'école. Aujourd'hui, ça a disparu. De 90 à ce jour, ça a disparu de sorte que oui, en tournant le regard vers le développement économique du pays, avec le président Nicéphore Soglo, Premier ministre alors, puis président de la République, le Bénin s'est retrouvé dans une démarche, n'est-ce pas, de prospérité économique, chacun ayant apporté sa brique, son pan à la structuration de notre économie. Mais il reste qu'aujourd'hui, le problème politique reste réel. Il reste que quelqu'un pouvait venir avec une valise en main, n'est-ce pas, depuis 90, on l'a observé, et venir ravir la vedette à la classe politique et devenir président de la République. On l'a observé. On l'a observé avec le président Oubedi, qui est venu du Gabon, ou je ne sais où, avec beaucoup d'argent, où on avait vu circuler des sous de femmes estampillées, PRD, arc-en-ciel et tout. On a vu des boîtes d'allumettes. On a vu d'autres personnalités, Ildefonse William Le Monde perd son âme avec beaucoup de gadgets. Tout. On a vu même des campagnes à l'américaine, dites à l'américaine dans notre pays, où des avions avec Lionel Zissou pouvaient se pavaner. Le président Patrice Talon a dit, nous allons désormais vers de grands ensembles en formant des militants. Former des militants, c'est supposer former des cadres imbus du patriotisme et du civisme. Voyez-vous, donc, pouvons avoir le respect de la chose publique. Donc, l'ère du Béninois, du Bénin révélé. Voyez-vous, c'est à cela qu'il nous convie. Alors, lorsqu'on sort de ce contexte-là que je viens d'énumérer, on ne peut qu'avoir une lecture aussi rude. On ne peut que décaper, n'est-ce pas, nos plaies dans l'optique de les désinfecter et de les soigner. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, travailler, poursuivre, n'est-ce pas, notre chemin sur la plaque de cicatrisation apparente, alors que ces plaies-là suppurent par le bas en profondeur. Donc il faut aller attaquer le mal en profondeur. Oui, qu'on pense que ce n'est pas soi et que c'est les autres, c'est une lecture. On ne peut pas dénier ça. Qu'on pense que avec les opposants, il n'y avait jamais eu de cadeau et que les Béninois lambda n'ont jamais eu de cadeau. C'est une lecture respectable que je respecte. Mais cette lecture n'a pas empêché d'autres Béninois, dans un contexte nouveau, d'aller négocier qu'on sorte, n'est-ce pas, des membres de la Sénat ou de la Cour constitutionnelle pour qu'on s'installe. Voyez-vous, on a toujours cette lecture-là. Ce qu'il faut, c'est de partir
du point où ça fait mal, où ça peut faire mal, du point zéro, et de progresser désormais. Oui, quand on parle de Olivier Bokor et des siens qui ont voulu le poignarder dans le dos, c'est une pratique qu'il faut, n'est-ce pas, définitivement combattre. Et le président Boni Yahi a dit dans ce pays, avant lui, le président Nicéphore Dieudonné Soglo a dit, on vient pêcher du poisson dans mon étang, et on revient me le vendre cher. D'où il a créé, avec son épouse, la renaissance du Bénin. Donc pour vous, nous sommes tous comptables. Alors de ce passé cette fermeture, cette fermeté, pardon, dans le discours, on l'a observé avec le président Boni Yahi, qui a dit, mais nom de Dieu, laissez-moi travailler. Il est allé sur le campus d'Abomey Calavi dire qu'il était prêt à verser son sang. Si les gens tentent, n'est-ce pas, à retourner la machine du développement. Il a dit devant les étudiants qu'on va devoir marcher sur son corps. Donc cette fermeté-là, tout Béninois ayant été à la tête, tout bon Béninois ayant été à la tête de ce pays, ayant été au contact des réalités, ne peut qu'à un moment donné s'exacerber. Le président Nicéphore Dieudonné Soglo, alors qu'il était Premier ministre, il était nommé, élu Premier ministre pratiquement, pour former un gouvernement. Dès qu'il retient un nom, il y a toujours des dossiers contre la personne. Dès qu'il retient un second nom, il y a toujours eu des dossiers contre la personne. Quelqu'un venait toujours pour lui dire « Ah, il est mêlé à tel dossier et tel autre dossier. » Mais il s'est énervé un jour, il dit « Mais, mon de Dieu, on va quand même pas couper la tête à tous les Béninois et travailler avec leur tronc. » C'est dire quoi? C'est dire oui, nous devons prendre conscience définitivement de ce que... Qu'on est comptable de ce passé honteux. Tous autant que nous sommes. Arimi s'y est soustrait. Je vais peut-être vous faire écouter le chef de l'État qui a reconnu sa part de responsabilité dans l'État dans lequel se trouvait le Bénin avant 2016. Il était en conférence de presse en compagnie de son homologue Emmanuel Macron à Paris. Nous étions en 2018. Vous savez, à mon âge et pour le parcours qui a été le mien au Bénin, il ne serait pas sincère de dire que je n'ai aucune responsabilité dans ce que l'état dans lequel se trouve le Bénin. Il faut le dire, la responsabilité est partagée par malheureusement beaucoup d'entre nous béninois, dont moi-même. Et l'état dans lequel se trouve le pays, d'inégalité remarquable, une minorité s'accapare un peu trop des maigres ressources du pays, la mauvaise gouvernance, l'inéquité, autant de choses qui, donc, comme je viens de le dire, ont pu profiter à une minorité, dont moi-même. Et être dans mes fonctions actuelles, avoir cette opportunité pour réparer et m'abstenir de le faire, ce serait louper une occasion de rentrer dans l'histoire. Arimi Choubadé, réaction? Vous l'avez écouté, le chef de l'État? Oui, on a écouté. Nous étions en 2018, il était en compagnie de Emmanuel Macron, à une visite à Paris, c'était devant la presse. Et vous aurez remarqué que ça amusait Macron, qu'un chef d'État qui a le pouvoir exécutif en main, qui a des initiatives en matière de justice, en matière législative, et qui vient sur la place publique, je ne sais pas si c'est sa mémoire ou bien c'est sa vie qu'il racontait. Ça n'a aucun sens. Le chef d'État vient peut-être expliquer des mesures qu'il a prises. Nous sommes en République. Le Bénin n'est pas sa propriété privée. Lui, il est juste de passage. Et s'il veut vraiment, il reconnaît qu'il a pris une part dans des malfaisances dans le pays, il commence pas à s'appliquer la loi. Tout simplement. Il se confie à un juge. Oui, monsieur le juge, j'ai péché, j'ai fait ci, j'ai fait ça, appliquez-moi la loi. Ou bien... il invite aujourd'hui à rompre avec ce passé. S'il vous plaît, je ne sais pas si vous allez, je ne sais pas de quelle religion vous êtes. Chaque jour, quand moi j'écoute les prêches de mon imam, il me dit tout ce que vous dites là. Mais quand c'est un chef d'État, il ne va pas me répéter ce que l'imam me dit tous les jours à la mosquée. Hein? Nous ne sommes pas dans... Il n'est pas chef d'esprit ou bien chef catéchiste ou bien maître catéchiste. Il est président de la République, il dispose du pouvoir exécutif. Il peut prendre des initiatives en matière judiciaire, en matière légale. Il fait tout ça.
Parce que, je ne sais pas quel est son programme quand il venait au pouvoir, mais s'il a eu envie de redresser les choses comme il dit, il prend des initiatives. Il ne vient pas pour dire oui, écoutez, j'en appelle à vos esprits, je ne comprends pas quel était son... Voilà, et puis vous auriez pu mettre son passage avec Hollande, où il disait que lui fera de la magie pour le Bénin, il fera du miracle, pour revenir un an plus tard dire ici au Bénin que lui n'a jamais dit qu'il veut faire des miracles, qu'il veut faire de la magie. On n'a pas pris un chef d'État pour nous faire des prêches. Hein? Il prend des mesures, et dans les explications des mesures qu'il a prises, il peut peut-être se pencher sur des... Mais il n'est pas là pour nous faire de la théorie, pour nous élaborer des thèses, ou nous faire comment appelle-t-on, nous faire des cours de philosophie. Hein? C'est gênant. Ici, il est là, pour le passé dont il parle, il a pris quelle mesure et quelle autre mesure. Hein? S'il lui-même il reconnaît qu'il a pris une part dans une mauvaise gestion du pays, qu'il se fasse appliquer la loi, tout simplement, qu'il demande qu'on lui, qu'il parte devant la justice pour payer pour ses fautes. Comme il veut faire payer les autres citoyens qui ne seraient pas en règle avec la norme. Mais si c'est pour faire les professions de foi, là, je ne me retrouve pas. On n'a pas élu le chef d'État, je vous dis, tout ce qu'il dit, soit il se transforme, il change de vocation. S'il est un chef religieux, ou bien il est un chef traditionnel, moral, ou je ne sais pas quoi, il peut aller dire à ses ouailles, ou bien tous ceux qui croient en la même, qui sont de la même obédience que lui, il peut leur faire ses cours de morale, hein, de prise de conscience, de ci, de ça. Mais ici, nous sommes en République. En République, d'abord, chacun a son rôle. Hein, les tâches sont bien définies, les pouvoirs sont séparés et chacun joue sa partition. Il n'est pas le propriétaire du Bénin, il est le chef de l'exécutif. C'est-à-dire que le budget national, c'est lui qui l'exécute. Hein, et donc il exprime, je vous ai déjà dit ici, il exprime à travers le budget tout ce qu'il veut faire dans l'année. Hein, y compris même si éventuellement il veut déclencher des procédures judiciaires ou bien il veut lancer des opérations main propre, tout ce qu'il veut, il le consacre dans le budget et puis il vient l'expliquer, on s'en tient à ça. Mais comment chacun vit sa vie, c'est pas son problème. Hein? Il peut y avoir beaucoup plus de voleurs dans le pays. Lui, on lui dit seulement essayer de les réprimer dans la mesure du possible. C'est tout. Les autres qui sont chargés de faire transformer les âmes et les consciences, ils sont dans la République, on en a partout, dans les mosquées, dans les églises, dans nos couvents, qui jouent ce rôle-là. Mais si le chef d'État se transforme lui tout seul en mage, en prêtre, en imam, moi je ne comprends pas. Je veux bien savoir depuis 2018, est-ce qu'il a accepté lui-même qu'on lui applique la loi pour les fautes qu'il reconnaît avoir commises? C'est tout simple. Okay. Maintenant, s'il nous dit oui, j'ai commis des fautes, mais je ne paye pas, mais tous les autres qui ont commis, ils vont payer. Là, je ne comprends pas. De toute façon, si tant est qu'il est coupable de quelque chose, quand il va quitter le pouvoir, s'il ne voulait pas lui appliquer, il ne veut pas appliquer à lui-même la loi, on va le lui appliquer tout simplement. Dissel Amoussou, vous avez écouté le chef de l'État? Oui, je l'ai écouté et je suis convaincu qu'il n'a jamais dit qu'il était Jésus-Christ et qu'il venait de la Vierge Marie et qu'il n'a pas de péché. Voyez-vous, j'ai écouté la franchise dans la voix, dans le son d'une personnalité publique, d'un chef d'État qui sait qu'il est en train de diriger un pays d'êtres humains. Et il sait que lorsque vous prenez même des lois, il y a ce qu'on appelle l'esprit de la loi et qu'il est de besoin de communiquer, n'est-ce pas, d'expliquer, de faire de la pédagogie autour des grandes décisions publiques. Il est conscient de cela. Et c'est pour cela qu'il nous dit, nous invite à regarder le passé immonde et qu'il continue d'assumer ses responsabilités dans ce passé-là. Arribi dit qu'on n'a pas l'impression qu'il est comptable de ce passé. Puisqu'il s'y soustrait et il martyrise entre griffes les autres. Il fait mieux. Vous l'avez suivi, Dissel? Je l'ai suivi. Et vous n'avez pas constaté que j'évite d'évoquer de noms, que j'évite d'appeler le nom de personne. Je ne voudrais pas enflammer une polémique inutile. Mais j'observe que celui qui n'a jamais péché... Vous êtes le vis-à-vis d'Arimi dans ce studio, il faut lui parler directement. Que celui qui n'a jamais
péché vis-à-vis de la République du Bénin, du Dahomey devenu Bénin, se lève et jette la première pierre à Patrice Talon. Et à Patrice Talon, je dirais simplement, relève-toi, vas-y, sois ferme dans ta nouvelle voie et ne pêche plus. C'est ce que moi j'ai à dire. J'ai à dire au président Patrice Talon de garder la fermeture de posture qu'il a aujourd'hui, de continuer à regarder... Avec le dialogue qui est rompu là. Quel dialogue est rompu? Vous l'avez dit, vous l'avez dit. J'ai dit quoi? Vous avez dit que l'opposition sait à quoi s'en tenir, que le dialogue il est rompu. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous m'attribuez les propos de mon vis-à-vis. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas vous qui l'avez dit. Non, il est là pour... Donc vous pensez que le dialogue n'est pas rompu? Mais nous sommes toujours en dialogue. La belle preuve, il y a un cas de concertation qui est en train de faire un périple. Il n'a pas porte close. Même si chaque chapelle que ce cadre-là rencontre lui dit sa position vis-à-vis de son déshydratat. Mais si le vis-à-vis de ce cadre de concertation voit en tout ce qu'il demande le recours à un passé honteux, comme c'est dit là, ça veut dire qu'il n'y aura pas de concession. Écoutez, j'ai toujours dit sur votre plateau que le concept de consensus en démocratie est une aberration. Ça, c'est moi qui voulais toujours chanter sur ce plateau. Que le président Patrice Talon revienne à le dire, à se l'approprier, le dire aujourd'hui devant l'Assemblée. N'allez pas me demander de combattre cette lecture de la chose. Nous sommes en démocratie et ceux qui ont inventé la démocratie n'ont pas mis à côté une poche de consensus. On va finir sur le sujet rapidement. Vous m'avez simplement sorti de mon développement. Allez-y, vous pouvez finir. Vous m'avez attribué... Vous pouvez finir, allez-y. Des propos qui ne sont pas les miens. Et là, vous... Bon, ben écoutez... Vous avez perdu le fil? Non, je n'ai pas perdu le fil. Sauf à continuer de confirmer que le chef de l'État a pour obligation aujourd'hui de rester ferme dans sa nouvelle posture, de rester ferme dans sa vision, parce qu'il a le quitus des Béninois. C'est eux qui ont composté son billet et l'ont envoyé à la Marina. Et c'est lui, au terme des dispositions légales qui définit la politique de l'État béninois, qu'il continue de cette façon-là, mais de continuer à penser à faire du Bénin, n'est-ce pas, le pays le plus grand et qui va survivre. C'est le Bénin qui restera immortel, l'a-t-il dit par ailleurs. Et donc, c'est ça qui est le plus important. En posant les socles, en continuant de décaper nos plaies par endroits. Est-ce que vous ne pensez pas que l'idéal aujourd'hui pour le chef de l'État, c'est d'accepter les assises nationales, s'il vous plaît, on ne pouvait pas... Laissez-moi terminer. Les assises nationales que demande l'opposition. On est tous pécheurs, on est tous comptables de ce passé honteux. Venez, on rebat les cartes à zéro et on repart sur de nouvelles bases. On ne dirige pas un pays par des humeurs, en concédant, n'est-ce pas, au ressenti de quelques-uns, surtout des acteurs politiques. Non, on gère un pays en fonction de la sociologie, en fonction de l'économie, en fonction des lois choisies par le peuple et pour le peuple. À partir de ce moment-là, si des gens trouvent que c'est trop barricadé, il faut leur faire de l'espace. Et pour leur faire de l'espace, il faut qu'on aille s'asseoir pour discuter et dire la part qui devrait leur revenir, du style, du type, du genre. Allez voir le président à la Marina dit, vous n'avez que les vôtres dans les institutions. Est-ce qu'il n'est pas possible de dégager un ou deux pour que nous, on puisse avoir de la place et nous asseoir et intégrer le système? Non, cette manière de voir la République désormais doit s'arrêter. Merci, Dissel Amoussou. On va passer à un autre sujet, le deuxième. On a 10 minutes exactement sur ce sujet-là. Le paysage médiatique au Bénin traverse depuis quelques années une période d'épreuve. 2024 est graine ces derniers jours. Et nous allons nous essayer un petit bilan. Dans le secteur de la presse, nous nous pencherons essentiellement sur l'état de la presse en 2024 et les conditions de ces acteurs, des acteurs qui l'animent. Première question, j'ai très envie d'écouter Arimé Choubadé. Comment se porte la presse? Comment s'est portée la presse en 2024? Écoutez, je ne sais pas si en 10 minutes on peut
parler. Je crois qu'on va faire ce débat-là. Même pas si c'est même pas ici. On va l'ébaucher en 10 minutes, quitte à revenir là-dessus. Nous allons provoquer un débat national autour de la presse, notamment de la presse privée. Vous savez que statutairement, cette presse... Provoquer en quoi faisant? Non, statutairement, cette presse privée n'existe pas. Tous ceux qui ont travaillé dans ce secteur-là, aujourd'hui, se retrouvent comme des sinistrés. C'est pas qu'on veut accuser quelqu'un ou qu'on veut faire des revendications du travail, tout ça. Mais si vous les observez, vous savez que celui qu'on considère comme l'un des présentateurs télé les meilleurs au Bénin s'est retrouvé à l'hôpital depuis quelques jours parce qu'il devait bouger, il devait faire ses courses avec une vieille moto de Cotonou à Porto-Novo. Il s'est fait écraser par un camion. Heureusement qu'il vit encore. Et ça, c'est l'état de la presse privée. On reste solidaire de lui. Non, c'est pas la solidarité qui va régler son problème. Il va s'en sortir selon les médecins. Hein, il aurait déjà une jambe amputée. Non, sa vie n'est pas en danger. L'amputation dont on parle, c'est peut-être au niveau de la plante des pieds et qu'avec une prothèse, il peut recommencer par marcher et tout. Mais cela n'exclut pas la précarité dans laquelle tout le monde se trouvait. Enfin, tous ceux qui étaient dans le secteur se trouvaient. Mais, comme je vous dis, aujourd'hui, en fait, on ne peut pas poser le diagnostic en quelques minutes. C'est très profond. On est parti de très loin. Je vais vous dire que on ne peut pas dire que cette profession est victime de mauvaise foi ou des trucs de ce genre-là. C'est pas évident que les Béninois aient envie de leur créer des problèmes. Les gens ont eu envie de bien faire à un moment donné. Mais la déclinaison intellectuelle n'a pas suivi. Si vous vous souvenez, à la conférence nationale, au sortir de la conférence nationale, il y avait même une résolution ou je sais pas, qui était consacrée aux journalistes pour les féliciter du travail qu'ils ont fait et tout ça. À l'époque, on n'était même pas encore dans les médias pluriels en tant que tels. Il y avait quelques titres qui étaient là. Et donc, on avait voulu protéger la presse. On avait même inventé une institution pour les protéger. Mais dans la déclinaison intellectuelle, on a eu tout faux. Et aujourd'hui, je vais vous dire, la profession de journaliste, j'ai toujours dit aux gens, si vous avez des enfants qui veulent aller à la presse au Bénin, si ce n'est pas pour aller à l'ORTB, à l'ONIP, en tout cas à la presse publique, il faut mettez-vous à genoux et demandez-leur de ne pas faire ça. Hein? Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, ça n'existe pas. Il n'y a pas de test, il n'y a pas de réglementation, il n'y a presque rien. Il n'y a même pas de je vous dis, on a de nombreux jeunes frères qui embrassent la profession. Oui, ils sont tous là. Non? Ils sont en face de nous, ils sont là dans la maison et tout. Bon, ils sont déjà dans le piège. Mais s'il y a d'autres qui veulent venir, demandez-leur de ne pas le faire. En tout cas, à l'étape actuelle. Avec pardon à l'appui. Ça va si mal? Je vous dis, mais vous avez vu, non? Si on vous dit que celui-là, il roule à moto de Cotonou à Porto-Novo, qui peut croire ça? Et pourtant, c'est la réalité. C'est pas hier que ça a commencé. C'était comme ça depuis des années. Et il y a plein de gens que vous connaissez dans la profession qui sont... Il y a même certains qui sont déjà morts, mais qui ont laissé des enfants, des femmes, tout ça. Et donc, il faut... Enfin, on va quitter ces constats de misérabilisme et poser un vrai débat, un débat national. On s'organise. Ça va commencer d'ici quelques temps, sinon que ça a déjà commencé. Et là, c'est un peu pour corriger un peu les choses et inventer le nouveau modèle qui va cesser de continuer à faire des victimes tout le temps, des sinistrés tout le temps. Destella Moussou a remis à peine un tableau très noir de la presse en 2024. Oui, malheureusement, c'est la réalité. C'est un tableau qui nous interpelle. Et je dirais, cela participe de notre passé honteux. Et je me trouve d'une manière ou d'une autre coupable de ce désastre-là qui s'observe aujourd'hui. Parce qu'à la sortie de la conférence nationale des forces vives de la nation en 1990, lorsque nous nous étions retrouvés pour mettre en place l'association des journalistes du Bénin, AJB, avec les douaniers de l'époque, paix à leur âme, autant qu'ils sont, et nous étions dans une logique de formation, de libération et de prospérité. Mais lorsque nous avons commencé par installer les structures, les déclinaisons, n'est-ce pas, rapidement les politiciens nous ont piégés, ou nous nous sommes fait piéger par les politiciens parce qu'il y avait la recherche de la captation
des ressources de l'État, de subventions, n'est-ce pas, pour la formation, parce que l'AFD venait au secours, un certain nombre d'organismes venaient au secours, Friedrich Herbert, Friedrich Naumann à l'époque et tout. Et donc, et pour nous donner ces moyens-là, ces subventions, ces financements, le politique s'est frayé un chemin et est venu nous phagocyter. Est venu nous phagocyter de sorte qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus parler presse sans vous retrouver sous la coupe du politique. Et donc, ainsi, le Bénin peut ne plus avoir de ministère de communication. Ainsi, la RAC devient gendarme et peut tout régenter. Ainsi, la formation est laissée à la traîne. Ainsi, le monde des médias, les organes privés sont devenus des boutiques, se mettre sous la coupe des pouvoirs d'argent ou des pouvoirs politiques. Et chaque promoteur tire son marron du feu, abandonne le personnel, sans statut, sans lendemain. Et ainsi, on peut fermer Sika TV. Et ainsi, Joël Yetondi peut se retrouver dans les situations décrites. Mais avant lui, d'autres peuvent faire des AVC et mourir. C'est dommage. Et moi, je vais dire à mon ami et frère Arimi que si l'esprit d'aller dans cette démarche combative les taraude, ils ont mes encouragements. Il faut faire quelque chose. Sinon, demain, aujourd'hui, il n'est pas responsable de ce passé honteux. Mais dans 10 ans, les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui malheureusement se retrouvent déjà dans le piège et qui n'ont pas d'autre moyen de déchirer ce piège-là et de se libérer, vont le rendre comptable aussi de ce passé honteux. Il faut faire quelque chose. Que faut-il faire? C'est vrai qu'en 10 minutes, on ne peut pas parler de long en large du sujet, mais on est en train de l'ébaucher. Hein. Je vais vous poser la question tout à l'heure. Oui. Que faut-il faire exactement pour sortir de la presse et l'ensemble de ces acteurs de cette précarité-là? Mais avant, je vous fais écouter le nouveau président de la RAC, Édouard Loko. Aujourd'hui, je le dis, le journaliste est une arme. Et il ne suffit plus, mesdames et messieurs les journalistes, de respecter la déontologie de papa. Non, il faudra y ajouter du patriotisme. Plus aucun pouvoir public ne permet à ce que cette arme soit retournée contre le pays. Même si vous avez le permis de chasse, on ne tire plus sur tous les gibiers. Ce n'est pas possible. Nous allons beaucoup travailler. Ce que je veux dire n'est pas le programme de la session uniquement, c'est certainement le programme de toute la mandature. Dessela Moussou, je vous laisse la parole, vous l'aviez. Vous avez creusé cette déclaration. Non, je vous invite à décrypter cette déclaration, à la creuser. C'est le politicien qui parle. C'est l'homme politique, fut-il ancien journaliste, mais nommé par le politique qui tient ce discours-là. C'est un avertissement. Et je dirais même que la déclaration de guerre est lancée. Et il faut qu'en face, il y ait une mobilisation de sorte à dire que cette âme que constitue la presse doit être protégée par les acteurs, les vrais. Sinon, le pouvoir public va continuer de marcher et de gagner du terrain. Il dit qu'il ne faut pas, c'est plus possible de tirer sur tous les gibiers. Écoutez, ça là, c'est parce qu'en face là, ils n'ont pas de répondant. Le public, enfin le politique, n'a pas de répondant. Il faudrait que la presse s'organise autrement. Lorsqu'il a fini de dire ça, de l'autre côté, en face de lui, dans le milieu de la profession, vous avez eu quelle réponse? Silence radio. On boit désormais la vision, la pensée de l'homme politique, même étant de la presse. Et l'exercice, vous voyez ce que ça donne? Il n'y a plus d'éditoriaux, il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus d'opinion. Sauf ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Il y a plus de communication. Les médias deviennent aujourd'hui des relais, n'est-ce pas, du factuel politique. Les comptes rendus, le conseil des ministres, on reçoit le porte-parole à tour de rôle, on se bat même pour être programmé. Et puis à la fin, je ne sais pas ce qui se passe. Mais nous cherchons quelle visibilité? Que faut-il faire? Lorsque nous n'avons plus la liberté, n'est-ce pas, de dire ce qu'on pense, à charge ou à décharge.
et que tout le monde doit s'agenouiller dans la forêt et attendre que le pouvoir public identifie sur quel gibier il faut tirer, je crois qu'on risque d'avoir fait. Rémi, vous avez écouté le président de la RAC, Edouard Loko. Vous allez opiner là-dessus rapidement et nous dire qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour sortir de la précarité. Non, il y a longtemps que moi j'ai sorti la RAC de mes plans de réflexion en ce qui concerne les médias. La RAC n'a rien à voir avec les médias. La RAC, c'est un instrument politique au service des politiques. Ce n'est pas un instrument des médias. Hein? Et ça, vous parlez même... moi, je parle de l'existentiel. La presse, pour moi, n'existe pas. La presse privée n'existe pas en tant que corporation. Il faut trouver la formule pour qu'elle existe. Quand on convoque le dialogue social national, ça dit que lorsqu'on veut partager le gâteau, bon, enfin, plus trivialement, mais lorsqu'on veut parler de la solidarité nationale, il n'y a aucune structure de la presse privée représentée qui représente. Ça veut dire que c'est pas qu'on nous a exclus. Donc je ne dirais pas de ça de cette manière, mais il y a un problème qu'il faut régler pour que désormais nous soyons considérés comme des Béninois à part entière. Vous savez, c'est un débat national qu'il faut poser. Il faut demander à quel Béninois n'a pas bénéficié de cette presse-là, une fois. Hein, les médecins, les politiques, les ministres, tout le monde a pu bénéficier de cette presse-là qui statutairement n'existe pas. Il faut qu'on fasse ce débat-là. Et aujourd'hui, vous avez les agents qui sont piégés, enfin pas les agents, ceux qui ont décidé de s'adonner. Vous ne pouvez pas, avant de vous adonner à un métier, demander d'abord est-ce que ça existe, etc. C'est à l'intérieur que vous pensez que, bon, les autres, peut-être que nous-mêmes, on vient à l'antenne. Excusez-moi, les écoles vous proposent même des curricula de formation. Voilà. Peut-être quand nous-mêmes on vient à l'antenne. Dans le piège. Quand nous-mêmes on vient à l'antenne, on pense qu'on fait un truc sérieux, on est bien payé, on est à l'aise. Quand les gens voient Biza Etchedji, il est dans son costume, tout le monde veut devenir journaliste. Mais lui-même sait très bien que il vit pas sa propre vie. Pourquoi vous me prenez comme exemple? Non. C'est pas de la stigmatisation. Un autre exemple. De toutes les façons, c'est pas de la stigmatisation. Donc, je veux parler de moi. Oui, allez-y. Je sais que beaucoup de gens ont embrassé cette profession parce qu'ils ont vu Rémi, bien sûr, qui parle. Nous-mêmes, nous sommes venus parce flamboyant à l'époque. On a vu. Sauf que la vieillesse est passée par là. Sinon, oui, heureusement, moi je suis à la retraite. Rémi flamboyant à l'époque, c'était. Prenez mon cas, je suis à la retraite, je n'ai pas de pension. Vous comprenez donc? Mais pourtant, vous vivez bien. Non, mais ça part de journalisme. C'est pour ça qu'on vous dit, moi je suis un héritier, donc je peux dire ce que je veux. Tu comprends? Donc voilà. Et c'est pour dire à nos frères, mais aujourd'hui, on doit poser cette question à Béninois pour dire, si vous reconnaissez en ces gens-là un mérite, un certain mérite, et que pendant tout le temps, la solidarité nationale les a abandonnés, hein, ça dit qu'il n'y a pas eu de réglementation pour eux. Et ils sont devenus des sinistrés. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? On ne dit pas qu'on y a au tribunal pour obtenir des décisions de justice. Aujourd'hui, même si on porte plainte en tant que journaliste et qu'on condamne un organe à vous payer tant et tant, vous êtes sûr que vous serez payé? L'organe lui-même est devenu une victime du système. Donc il faut poser un débat national et il y a des solutions. Vous comprenez? Aujourd'hui, il est question même de faire un recensement de tous ces sinistrés-là et d'évaluer le sinistre. C'est très important. On ne va pas aller dire aux gens, et on a été abandonné pendant 20 ans, 10 ans, et puis ça va s'arrêter là. Chacun, on doit pouvoir mettre devant le nom de chacun l'impact du drame. Exactement. Pas pour dire à l'État, venez amener l'argent pour payer. Mais lorsqu'on a déjà fait ce diagnostic-là, et qu'on a trouvé le nouveau modèle qui ne va pas continuer à créer ces sinistrés, et on cherche le financement pour régler le problème. On a réglé beaucoup de sinistrés. Il y a même des gens qui ont commis des fautes dans ce pays, qui ont perdu leur job. Et après, on s'est retrouvés pour dire oui, il faut les réintégrer, il faut leur payer. On a même payé des arrières, des gens qui n'ont même pas travaillé. Et dans un pays, c'est la presse qui a fait ce combat-là pour que ça aboutisse. Donc aujourd'hui, on doit faire aussi notre débat. On doit venir avec les éléments du drame, parce que c'est un drame qui s'est joué sous nos yeux. Et je veux préciser qu'au sortir de la conférence nationale, tout le monde avait eu envie de protéger les journalistes. Hein? Peut-être que c'est parce qu'on c'était le piège en fait. Voilà, parce que non, il y a eu la déclinaison intellectuelle. Parce qu'avant même qu'on ait ça, la RAC, il y a eu une polémique qui est née. Tout le monde voulait être gentil avec nous. Avant même d'installer la RAC, la polémique avait déjà commencé, où le gouvernement de l'époque, le président Soglo, traînait à installer. Parce que, entre-temps, à l'Assemblée nationale, il y a eu le vote de la loi organique. Et on a vu que dans cette loi organique, l'esprit qui a prévalu à la conférence, c'est pas ça qu'on a retrouvé. On a retrouvé des politiciens
qui ont voulu se protéger, se venger des médias dans la loi organique. C'est bien clair et c'est bien mentionné. Sinon, tout ce que la RAC, quand vous prenez la Constitution elle-même, c'est en 3-4 articles qu'elle a parlé de la RAC. Pour moi, la RAC ne devait même pas exister. C'est un monstre institutionnel. Maintenant, il faut travailler aujourd'hui à faire quoi exactement? Urgemment. Pas urgemment. Je vous dis qu'il y a des sinistrés. On ne peut pas refaire une profession sans tenir des acteurs. On ne peut pas dire oui, même si on amène des milliards, les milliards iront à qui? Des acteurs sinistrés. Aujourd'hui, même si on amène des milliards dans la presse, les milliards iront à qui? Est-ce qu'Arimi veut dire qu'il faut répertorier, n'est-ce pas, les impacts historiques actuels de ce passé honteux? Mais c'est nécessaire, sinon comment on va connaître l'étendue de... Il y a même des notes qui sont morts. Il a parlé d'AVC et tout ça. Mais c'est même pas seulement ça. Même le repas quotidien pour des journalistes, c'est un problème. Mais on ne va pas venir sur les antennes pour dire on ne mange pas, on n'est pas... Non, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de poser le débat entre nous et les Béninois pour leur demander si nous avons été exclus de la solidarité nationale. C'est vrai, c'est pas de notre faute. Mais est-ce que c'était normal que ça se fasse ainsi? Si la réponse est non, on répare tous ensemble. Est-ce que nous allons même parler de solidarité nationale? Les journalistes ne sont pas des gens qui viennent quémander comment vous appelez ça, le bon regard du politique ou de l'exécutif. Mais le journaliste est un acteur du développement. C'est vu ainsi qu'il doit pouvoir retrouver sa place dans les creusets de discussion et de prise de décision. Aujourd'hui, on dit le gouvernement veut rencontrer les travailleurs, les enseignants, il y a les centrales syndicales. Vous avez vu des journalistes là? Mais je ne sais pas. On va revenir sur le sujet. On fait une pause rapidement et pour poursuivre les échanges. Je l'annonçais en ouverture, les États membres de l'Alliance des États du Sahel réitèrent la décision de leur retrait de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Dans un communiqué rendu public, ils voient en cette prorogation de 6 mois de l'organisation sous-régionale, je cite, une énième tentative qui permettrait à la junte française et ses supplétifs de poursuivre la planification et la conduite des actions de déstabilisation contre l'AES. Fin de citation. On va apprécier cette réaction des États de l'AES. Qui prend la parole? Pistel? Arimi? Enfin, non, il y a plus urgent. Je crois que le général Tiani a fait une interview hier où il a... Avant ça, le chef de l'État, notre président de la République, a fait son fameux discours sur l'état de la nation, dans lequel il disait que le Bénin travaille à faire... C'est pas un fameux discours. Le Bénin travaille à faire... à lutter contre les djihadistes pendant qu'ils se promènent de l'autre côté des frontières des pays d'Assoul. Enfin, un truc de ce genre-là, comme si le Bénin fait beaucoup, mais les voisins ne font pas assez. Et bon, je ne sais pas si c'est la réponse à la sortie du président Talon, mais Tiani aussi a fait une longue interview où il a cité, il a même donné les coordonnées géographiques des points qu'il identifie dans le Bénin, et puis il a été très... il est allé dans les détails sur la manière dont on forme... Hier tout seulement, pour lui le débat AES, CEDEAO, c'est terminé pour eux, c'est fini, il n'y a plus... c'est la CEDEAO qui est en train de se chercher pour le moment. Il ne sait même pas, je crois qu'après 6 mois, ils vont se donner encore 6 autres mois, et 6 autres mois, jusqu'à ce que peut-être... L'AES ne veut pas de la fenêtre ouverte de la CEDEAO. Mais pourquoi la CEDEAO peine à comprendre? Non, moi je ne vais pas m'intéresser à la relation CEDEAO-AES. Je voudrais plutôt m'intéresser à la question sécuritaire qui, n'est-ce pas, unit notre pays aux pays frères du Burkina Faso et du Niger. Je vous ai dit, il y a quelques semaines, ici sur ce plateau, et sur la même question, que le Bénin continue à date d'envoyer des renseignements, par exemple, au Burkina Faso et au Niger. Et qu'en retour, le Bénin n'a pas d'éléments. Je vous ai expliqué la nécessité pour le Bénin et le Burkina Faso d'avoir à mettre en place des opérations mixtes, n'est-ce pas, pour combattre l'implantation des terroristes dans la zone querellée entre le Bénin et le Burkina Faso, qui est un no man's land. Je vous ai dit tout ça. Et je mettrai les gants pour dire que le général Tiani n'a pas fait le choix
du bon canal, n'est-ce pas, pour échanger avec ses frères d'âme, le général Fruitier Gbagidi, chef d'état-major général de l'armée, et leurs frères. Mais en tant que président du Niger, il n'a pas trouvé le bon canal pour échanger avec son collègue béninois. Ce qu'il y a de besoin de faire, et je l'avais proposé. Très rapidement. Je l'avais proposé. Puisqu'on est là à la fin. Comment il s'appelle? Le général Fruitier Gbagidi avait déjà, alors qu'il était, n'est-ce pas, colonel, avait déjà rencontré le numéro 2 du Niger au moment où Bazoum n'avait pas été déposé. Voyez-vous, c'est de faire en sorte que nos frères d'âme, que ce soit béninois, burkinabés, nigériens, continuent de se parler. Parce que la question de la gestion sécuritaire n'est pas politique, c'est une question de sécurité. Et cela impacte négativement, directement nos communautés ensemble. Il n'y a pas de distinction lorsque les terroristes veulent frapper. Ils ne distinguent pas la communauté béninoise. Il faut forcément se mettre ensemble pour en parler. Pour la coproduction de la sécurité. Merci Distella Mosso, merci à Rémi Choubadé. On se revoit en 2025, puisque la prochaine émission avec vous, les partenaires du jeudi, ce sera en 2025. Vous voulez dire quelque chose, un vœu pour l'émission peut-être, pour les acteurs, pour nous, pour tout le monde? Non, enfin, les vœux, c'est les vœux. On va se retrouver, comme vous avez dit. C'est vous qui nous invitez. Si vous nous invitez, même le 1er janvier, on sera là. Donc, je sais. Il n'y a pas de souci. Bon, si vous voulez qu'on fasse, comment on l'appelle, par anticipation, c'est ça, non? Il y a eu déjà Noël, mais je sais. Enfin, tout le monde sera heureux. Enfin, je sais pas. Amen. Dans la mesure du possible, parce que c'est pas évident. Noël a été très mauvais. J'espère que 1er janvier. L'héritier va sponsoriser, c'est ça, pour que tout le monde soit heureux? Non, je suis l'héritier. Tout le monde n'est pas de la famille. Tout le monde n'est pas de l'association. Allez-y. Noël a été mauvais. Noël a été très très mauvais. On espère que le 1er janvier sera mieux, mais bon, enfin, au-delà des histoires de fêtes, le pays va très mal. Distella Mosso? Écoutez, évidemment que nous allons souhaiter nous retrouver en bonne santé, c'est l'essentiel, avec beaucoup de réussite pour 2025, et que nous continuons à faire le pas vers le bonheur. Le bonheur, c'est chacun qui se le construit. Le bonheur, c'est la vision et les démarches de chacun, et souhaiter que les autorités de ce pays regardent, n'est-ce pas, les questions sensibles concernant le social, la santé, n'est-ce pas, et que le pays continue de grandir et de rayonner. Merci Distella Mosso, merci à Rémi Choubadé, nos deux partenaires du jeudi chez Actu et Débat, qui se referment avec vous. On se retrouve jeudi prochain, ce sera en 2025. Merci d'avoir été des nôtres. Toute l'équipe de préparation, de réalisation, de diffusion, de présentation de cette émission vous remercie de votre auguste attention, chers amis auditeurs. Merci. Bonsoir. Actu et Débat.